Vous êtes maintenant branché sur le cloud. Avec SE Cloud Expert. Bienvenue tout le monde au deuxième épisode de notre micro-podcast Branché sur le cloud, où est-ce qu'on parle de cloud dans un format condensé et super dynamique. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir avec nous Amir, qui est notre CEO et chef de la direction, et Stacy, qui est directeur des services professionnels et de l'ingénierie des ventes. Puis aujourd'hui, juste pour introduire un petit peu le sujet du deuxième épisode, on va parler de pourquoi on devrait, en tant qu'entreprise, migrer sur le cloud, mais du point de vue des entreprises québécoises, évidemment. Fait que, pour commencer, bienvenue à vous deux. On est super contents de vous avoir pour notre deuxième épisode à notre micro-podcast. Fait que dans le fond, juste avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, là, j'aimerais savoir d'où vous arrivez, c'est quoi votre parcours, qui vous êtes. Fait que ouais, on peut commencer avec toi, Amir, si tu veux. Ok, super. Si tu veux. Il n'y a pas de souci. Non, bien sûr. Alors moi, ça fait 3 ans que je suis au Québec. Avant ça, j'ai fait à peu près une vingtaine d'années en fait dans l'industrie des TI. Donc j'ai commencé ma carrière principalement à la Société Générale, donc dans une banque française, dans laquelle j'ai évolué tout au long de ma carrière, principalement à Paris pendant plusieurs années. Et puis une période en Asie aussi, dans la transformation numérique toujours. Et donc, en revenant en France, j'ai eu un coup de fil d'un de mes chums, en fait, de longue date, qui est Sébastien Lamoureux, dont vous connaissez déjà son historique, vous l'avez vu dans le précédent épisode. Et donc, qui m'a appelé pour me dire est-ce que ça me tentait de rejoindre l'aventure pour pouvoir développer l'entreprise. Et c'est ce que j'ai accepté il y a 3 ans, et me voilà aujourd'hui. Très, très cool. On aurait pu se croiser à Paris, peut-être, je sais pas. Peut-être. Ouais. Oui, ça fait quand même un petit bout de temps aussi là, que je suis dans l'industrie. Donc, j'ai voyagé un peu. J'ai travaillé aussi là, à l'étranger, à Paris. Donc, la SocGen, je connais. Donc, je travaillais pour une compagnie qui était la Bourse de Paris, tout ça. Donc, private trading et tout ça. J'ai commencé tranquillement, là, comme n'importe qui, à faire du code. Puis, j'ai sauté dans l'infrastructure. Et puis après ça, ça a été des sauts de puce, on pourrait dire, là, entre infra, après ça, Paris, ça a été le web. Et la bulle aussi, l'explosion de la bulle. Et puis après ça, un retour ici, plus côté mobile. Donc, SMS et tout ça, les premiers votes par SMS et tout ça, les premières cartes mobiles, les cartes d'embarquement de Air Canada, par exemple. C'est la première version, quand les téléphones n'avaient pas genre 8 pouces de diagonale, qu'il fallait optimiser. J'ai travaillé là-dessus, les infrastructures et tout ça. Donc, puis ça m'a amené à sauter vers le cloud, donc à travers du temps chez Ericsson, après ça en consultation. Et puis, plus récemment, justement, là, de faire le saut chez SE Cloud aussi, avec tout ce parcours-là pour revenir travailler justement avec les entreprises du Québec. Ça me manquait un petit peu, là. Oui. C'est très cool. Les deux, vous avez vraiment un super beau parcours différent, là, mais très enrichissant. Fait que je suis sûre qu'on va bien driver la discussion avec vos apprentissages. Fait que, sans plus tarder, là, on peut tout de suite commencer à parler de notre sujet du jour. Dans notre premier épisode avec Sébastien, justement, on en a un peu parlé, là, mais moi, j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Je pense qu'on peut dire qu'il y a une majorité d'entreprises au Québec qui peuvent accuser un certain retard sur le plan technologique, mais moi, j'aimerais quand même savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis toi, Amir, c'est quoi ton... Écoute, ouais, c'est vrai que depuis 3 ans que je suis là, j'en avais pas conscience, moi, avant d'arriver, pour être complètement honnête. Et puis, je m'en suis rendu compte quand même, au fil de nos expériences, au fil de nos interactions qu'on a pu avoir avec certains clients, avec certains prospects, ou même en fait dans des événements. Tu sais, on va beaucoup à des événements, des salons, justement, pour pouvoir se faire connaître un peu plus le marché et les besoins en fait du Québec. Et on se rend compte quand même qu'il y a effectivement un manque dans la transformation numérique, un manque sur le... je pense pas que ce soit un manque d'appétit sur la technologie, mais il y a un fait qui est que on est peut-être un peu en retard par rapport aux autres provinces du Canada. Et c'est quelque chose qu'on peut voir, je l'ai lu il y a pas très longtemps dans Les Affaires, je crois, il y a un article, peut-être qu'on pourra le rajouter, qui justement explicite un peu plus ça, sur le fait que il y a peut-être un peu moins d'investissement sur la partie technologique, sur la partie innovation. Il y a aussi un retard sur la formation, sur trouver les bonnes compétences
C'est quelque chose, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est quelque chose qui est assez courant, le shortage sur les personnes techniques. C'est aussi pour ça que SE Cloud est là, hein, et c'est justement pour pouvoir offrir ces services-là à nos clients, des personnes certifiées, des personnes qualifiées. Et je pense que c'est plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, effectivement, le Québec en fait accuse un retard sur la productivité. Et c'est aussi pour ça que notre mission, c'est ce Cloud Expert, c'est le fait d'accélérer la transformation numérique. OK. Puis toi, Stécie, avec tes expériences antérieures, as-tu un peu comme vécu la même chose? As-tu un peu observé les... Oui, honnêtement, oui, c'est quelque chose de très similaire. Mais en même temps, on peut voir, souvent les gens vont voir la transformation numérique où je pense juste de passer... disons juste de passer au cloud, que ce soit des services gérés ou que ce soit des services d'infrastructure, semble être genre un palier, genre, on est là, il faut se rendre là, c'est infernal. Donc, le côté planification, je trouve, je vais le dire en anglais, là, entre quotes, mais tu sais, boil the ocean, là, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut juste prenez quelque chose que vous savez qui est genre cloud-friendly, pardon pour l'anglicisme, mais après ça, genre, de te faire un petit win rapide, let's go, on va là. Puis là, on se rend compte que ça fonctionne, puis on peut le démontrer à l'intérieur de la compagnie que, vous voyez, là, on l'a déplacé. Est-ce que vous avez vu une différence? Non. OK, mais sauf que niveau opérationnel, on vient de s'enlever près de 45% d'overhead. Excusez toujours les anglicismes, mais ça sort comme ça. Mais, et donc, ça fait une grosse différence. Donc, il faut aller chercher ce petit gain-là, puis être capable de le repasser à l'intérieur, ce qui fait que ça devient ton fer de lance, genre, regardez, là, on a réussi à faire ça, donc faisons-le avec les autres et de le planifier. Puis, tu sais, dans le fond, là, je pense que tu as un peu touché la question, là, mais je pense que c'est ça un peu qui permettrait de rattraper ce retard-là d'un certain point de vue, là, de migrer sur le cloud. De faire le saut, c'est ça. De faire le saut vers le cloud, c'est sûr et certain que... Mais c'est ça, ça demande une planification et tout le reste. On est là pour ça aussi. C'est ce qui... c'est de faire le premier pas, souvent que je vois qui... Ça semble comme étant une montagne. Alors que... Faut juste le faire. Puis... Une bouchée à la fois. C'est ça, en fait. Il ne faut pas le prendre effectivement de front, mais ce que j'ai pu voir par le passé aussi, c'est effectivement l'aspect pilote ou l'aspect... puis aussi proof of concept en anglais, mais la capacité de démontrer justement qu'un cas est faisable, prendre un petit morceau de ton infrastructure et de la migrer et voir que ça fonctionne bien et que derrière, que ton business continue de tourner, ça c'est important. C'est vraiment clé. Ouais, effectivement, je pense que ça c'est un learning, c'est un apprentissage qu'on peut garder. Je pense que c'est juste une question de comme enclencher la roue au Québec. Plus il va y avoir d'entreprises qui vont être sur le cloud, plus ça va influencer des entreprises de leur propre milieu, puis de d'autres milieux aussi à apprendre de ça, des différents use cases qui sont démontrés. Là. Bien, exactement. Puis il y en a plusieurs, justement, qu'on voit au public. Puis je peux nommer, avec Google Cloud, Desjardins a gagné un prix, justement, pour son système de... automatique là, d'avoir le chatbot mais au téléphone, là, le IVR, tout avec Dialogflow pour rentrer dans le technique, mais bon, la technologie utilisée. Et en plus, pour supporter le québécois comme langue. Donc, c'est un super use case de dire, on est capable de le faire. Quelqu'un dit, je pensais pas que le québécois est toujours un problème quand on essaie de détecter la voix et de faire des interactions. La réponse, non. Justement, la preuve, une institution majeure comme Desjardins est capable de le faire. OK. Puis, juste il y a deux éléments là, si tu me fais penser à quelque chose, c'est que le fait est que pour beaucoup d'entreprises, leur cœur métier, c'est pas de gérer des infrastructures, c'est pas d'avoir des serveurs qui tournent sous le bureau et de faire en sorte de plugger les câbles. C'est pas ça en fait leur cœur de métier. Donc ce qui fait qu'ils perdent du temps, ils perdent des opérations, ils perdent en fait de l'énergie et de l'argent à gérer ça en fait eux-mêmes. C'est aussi pour ça qu'il y a des fournisseurs de cloud qui sont leur métier, ils ont des SRE, ils ont développé en fait, notamment chez Google, des compétences spécifiques justement et c'est leur cœur de métier. Donc donnons ça à faire en fait, à ces personnes-là pour que nous, on puisse se concentrer sur notre valeur ajoutée qui est en tant que business pour nos clients. Donc ça, c'est vraiment le premier élément qui est important en fait, de garder en tête, c'est souvent... de pouvoir se détacher des choses en fait, qui ne nous apportent pas forcément de la valeur, qui sont des fonctions support, on peut appeler ça, et puis se concentrer sur notre vraie valeur ajoutée en tant qu'entrepreneur pour nos clients. Oui, puis ça me fait penser aussi, c'est peut-être ça un peu qui explique le retard pour les entreprises au Québec, parce que c'est pas nécessairement de leur faute, c'est plus peut-être au niveau des industries qui se sont développées dans la province, mais c'était pas des industries qui étaient comme
qui priorisaient la technologie ou qui c'était basé sur la technologie. Tu sais, c'était plus des industries manufacturières ou des choses comme ça. Puis là, Oui. ben, ça fait en sorte qu'ils accusent un retard technologique. Tandis que si on se compare, exemple, aux États-Unis, où est-ce qu'il y a la Silicon Valley, puis là, ben, toutes les entreprises se sont Exactement. rattachées, ben... Tu as raison aussi, c'est un bon point. C'est l'écosystème en fait au Québec. C'est aussi quelque chose que je me suis rendu compte en arrivant, c'est que c'est très peu de grosses entreprises. Ouais. C'est beaucoup de petites entreprises SMB ou très petites Mhm. entreprises, des entreprises familiales effectivement comme tu dis, qui remontent à des années et qui se sont transmises de génération en génération. Mais là-dessus en fait j'aurais peut-être un élément particulier à dire, c'est que c'est d'autant plus important quand tu transmets une entreprise justement familiale comme ça, de t'assurer que tu es toujours les bonnes personnes et au bon poste. Et le fait est que les nouvelles générations sont formées sur le cloud, elles sont formées en fait aux nouvelles technologies. Donc ce qui fait que si on a envie de les attirer en tant qu'entrepreneurs dans nos entreprises, il faut qu'à un moment on se transforme en fait sur la partie numérique. On ne peut pas rester sur des systèmes old school ad vitam aeternam. Et qui sont pas sécuritaires je pense qu'on va y revenir, mais ça peut aussi être un point important aussi Ben, à ça fait mentionner. du sens parce que, tu sais, aussi, je veux dire, toutes les nouvelles générations ont grandi avec la technologie. Fait que c'est sûr que si les entreprises sont pas adaptées, c'est pas du tout attirant. Là, puis ça fait totalement du sens. Fait que... Ben, parfait. En tout cas, c'était super pertinent. Puis bien hâte d'aborder le prochain sujet qui est plus au niveau de la sécurité et le cloud. Je pense que quand on parle de cloud, justement, pour la sécurité des données, ben, ça peut être un frein pour plusieurs entreprises. Là, ça peut faire peur. Là, on a identifié certains pain points. Fait que là, avec Stacy, j'aimerais ça qu'on passe un à travers les pain points, puis un peu qu'on soit capable de les démystifier, là, de c'est-tu... pas que c'est-tu légitime, c'est 100% légitime comme crainte, mais juste pour voir là, comment on peut contrer ces freins-là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont peur de la perte de contrôle sur leurs données. T'en penses quoi? Oui. C'est sûr que c'est pour bien des gens. Par exemple, si je parle de cloud et de données, là, je vais prendre un exemple. Là, genre les premières choses, avant qu'on parle de Google Drive ou tout le reste, là, aussitôt qu'il y a eu des éléments de stockage en ligne, on va prendre Dropbox, là, que tout le monde a utilisé à un moment donné, là, ben c'est ça, c'est comme, ben là, on ne pouvait pas se partager des fichiers, fait que, oups, là, ça s'en va dans Dropbox, et puis là, il n'y en a pas de problème. Ben non, il y a des gros problèmes, parce que tout le monde le partage avec pas leur adresse de courriel de la job, déjà. Il y a zéro contrôle et tout ça, donc c'est vrai que ce volet-là, de dire, bon, ben je perds le contrôle de mes données, ben, dans cette optique-là, c'est comme, ben oui, c'est parti, ça, mais ça met en place justement la discussion sur comment je fais pour contrôler mes données si j'utilise un service cloud, que ce soit un service de collaboration comme Workspace, ou justement la plateforme infrastructure et tout le reste comme Google Cloud. Où est-ce que là, ben, dans ces éléments-là, dans ces plateformes-là, si j'amène mes données, ces plateformes-là me permettent un contrôle très granulaire de qui a accès à quoi et même à partir de où et avec quel appareil que j'ai pas si je fais juste justement utiliser comme juste un Dropbox de ce monde ou tout le reste. Donc, oui, effectivement, je pourrais dire, oui, c'est une crainte qui était fondée, mais en bout de ligne, c'est parce que le cloud, c'est pas Dropbox. Quoi qu'on vient toujours à faire un exemple, disant, bon, ben, c'est quoi le cloud? Ben, genre, les fichiers sur ton iPhone ou sur ton Android, ils sont stockés en quelque part, oui. Ce quelque part-là, c'est justement, c'est une infrastructure cloud. Donc, mais là, ça rajoute le niveau de contrôle. Là-dessus, ça me fait penser effectivement à quelque chose qui est... c'est pas un problème d'outil. En fait, l'outil aujourd'hui, comme disait STC, c'est qu'il est rendu effectivement avec les capacités technologiques qui sont là pour pouvoir les utiliser. C'est souvent en fait qu'on les utilise pas. C'est souvent en fait qu'on se rend compte qu'effectivement, ce qui importe, en première étape, on va migrer les informations dans le cloud, on va les migrer, et derrière, on va pas mettre de couche de gouvernance. On va pas s'assurer justement de qui peut voir quelles données. On va pas s'assurer de les anonymiser si on veut les utiliser pour du test, par exemple. Donc ça, c'est des éléments, entre guillemets, de gouvernance qu'il faut que l'entreprise puisse mettre en place. C'est pas juste une question d'outils. Et j'ai vu beaucoup de transformations numériques, justement, par le passé, qui s'assuraient de 3 aspects principaux. C'était justement les outils, les process et les people. Et c'était souvent dans ce sens-là. Et c'est souvent ce problème-là, c'est que c'est dans un sens où on attend les people à la fin. Si on n'embarque pas les gens dès le début dans une transformation numérique,
ça ne marche pas en fait. Si on n'instaure pas justement les bonnes positions, avec les bonnes GD, avec les bonnes gouvernances, s'assurer justement que des datasets en fait soient communiqués aux bonnes personnes et soient gérés en fait de la bonne manière, ce qui fait que derrière, on se retrouve effectivement avec des breaches, on se retrouve avec des problématiques de data qui se retrouvent dans la nature parfois, et c'est ça le risque. C'est pas la technologie en tant que telle, c'est plus les humains, et les humains, on sait qu'il y a un facteur de réticence au changement, c'est normal. C'est complètement, c'est by design, ouais, c'est humain, exactement, on enfonce une porte ouverte. Ouais. Sauf que on l'a trop vu dans nos expériences passées et courantes, que c'est quelque chose qu'on pousse à la fin en disant le change management, on verra, si on a le temps. Okay, les trainings, on verra si on a le temps. La gouvernance, on verra si on a le temps. Aujourd'hui, je n'ai pas les bonnes personnes. Migrer bien juste les données, après on verra. Ça, c'est juste la chose à ne pas faire. Là, je pense que ça nous amène justement comme à l'autre pain point qu'on avait identifié, c'était le risque qui est plus accru de cyberattaque. Mais je pense que ça fait un lien avec ce que tu mentionnais, Amir, là. Oui, ben ça fait un lien, mais en même temps, c'est que si on prend, on va aller du côté infrastructure, là, genre j'ai migré mes serveurs dans Google Cloud et tout ça, j'ai des services que j'expose. Ça, ben, est-ce que je dois les exposer sur Internet? Est-ce que si je suis une compagnie qui a un process interne, puis qu'on est hébergé sur Google Cloud, pourquoi j'exposerais mes services sur Internet? Donc, tout ce que j'expose sur Internet devient une cible pour la cyberattaque. Donc là, on a des outils de la plateforme qui vont nous protéger. Sans aller dans le détail, si j'expose un service sur Internet de manière publique, mettons avec Google Cloud, ben j'ai un load balancer qui est géré par Google avec un WAF, un Web Application Firewall, qui est attaché au load balancer. Parce que comme j'ai un bouncer puis un goaler là, en face de mes affaires, et ça, c'est l'infrastructure de Google. Okay. Donc, fait que genre Google's my bouncer, là, c'est un peu ça. Là. Donc, c'est eux qui prennent la charge. Donc, après ça, moi, je suis protégé, mais je devais exposer mon service. Sinon, il n'y a rien qui nous empêche d'utiliser un bon vieux VPN ou d'autres processus de connexion en direct avec Google. Ce qui fait que si j'expose rien, ça limite justement ma surface d'attaque, qu'on appelle justement. Okay. Donc, ça, c'est fait partie. Puis après ça, ben, gouvernance, bonne pratique et tout ça. Si on utilise ce qu'on appelle des buckets, là, puis qu'on les met publics, puis qu'on a mis des clés d'accès dedans, puis qu'on se fait hacker, ben, ça fait partie de la gouvernance et des process. Okay. Il faut que ça soit contrôlé. Bon, ça fait du sens. Puis là, ben, on est tous dans le même ordre d'idée, là. Je pense qu'il y a un autre élément qui fait quand même peur aux entreprises. Ça peut être la conformité réglementaire qui est peut-être qui peut paraître dur à respecter. Mais ça, vous en pensez quoi? Ouais, honnêtement, si on regarde on est partenaire Google Cloud. Si on regarde ce que Google Cloud a comme conformité, il y a une liste d'épiceries de voici la plateforme en soi, elle est réglementée. Elle est HIPAA Certified, PCI, genre SOC 2, NIST, donc ils sont tous là. Donc la plateforme en soi, elle est, après ça, pour certains services, ça va être, par exemple, je veux absolument que les données soient au Canada. Bon, c'est parfait. On a 2 centres de données, 2 régions au Canada, on a Toronto et Montréal. Donc, on est capable de voir quel service, justement, se trouve là et tout ça. Donc, dans tout ce cadre-là, la gouvernance, s'assurer où se trouvent nos données, la plateforme nous l'offre à 100%. Après ça, si on fait du traitement de carte de crédit, justement, la norme PCI, ben, la plateforme est certifiée. Après ça, nous, ce qu'on amène sur cette plateforme-là, il faut que ça le soit aussi. Mais ça, c'est notre responsabilité. Là. Mais en tant qu'entreprise. Mais encore là, pour faire un lien avec ce qu'Amir disait tantôt, le côté gouvernance, people, process, ça fait partie d'un tout. Cet élément-là fait partie de ce de tout ça. Ouais. Je voudrais illustrer effectivement ça par rapport à ce que moi j'ai pu vivre en France ou en Europe. Dans le milieu bancaire, j'ai vu en fait l'industrie évoluer. Notamment dans l'entreprise dans laquelle j'étais, et on était assez en avance en fait, on était très très pushy sur effectivement de la partie technologique et la partie cloud. Mais sauf que la réglementation n'était pas encore là justement. On voyait qu'on avait des discussions avec la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui n'était pas forcément encore, qui découvrait un peu le sujet. C'est un peu comme l'IA aujourd'hui. Donc c'est sur la régulation en fait, ça se faisait en même temps, s'ajuste exactement. Donc ça marche un peu comme ça, donc en mode ping-pong. Donc, une fois, on est un peu en avance. Après, c'est la BCE qui met les règles. Après, ainsi de suite. Le régulateur, en fait, il y en a un peu partout dans le monde. L'idée étant que, pour moi, ce n'est pas vraiment un frein ou une raison suffisante. Parce que ce qui fait qu'on cherche des excuses pour ne pas y aller. Et il y en a d'autres qui y vont. Donc, à un moment donné, c'est où on fait partie des premiers. On fait partie des leaders, justement, qui écrivent
un peu comme la réglementation, l'histoire, exactement, en tant qu'entrepreneur, ou bien on attend que ça se fasse et on attend que tout soit parfait, soit beau et qu'on nous dise maintenant c'est beau, vous pouvez y aller. Donc c'est aussi une question de risque et d'appétence au risque. Et ça, c'est un peu subjectif parce que ça appartient un peu à chacun d'entre nous. Même si on l'adopte et des plus entreprises. tard, ça ne fait pas en sorte qu'il va avoir moins de risques non plus. Là, il va quand même en exister par la suite. Ça n'existe pas, le zéro risque ça, absolu, ça n'existe pas. Par contre, maintenant, comme disait Stécie, il y a des moyens justement de pouvoir s'en prévenir des attaques. Il y a des technologies qui sont là, effectivement, que Google peut offrir. Et qu'on peut aider à mettre en place, tout à fait. Et puis voilà, donc complètement. Puis, tu sais, pour faire le lien avec ce qu'on disait tantôt, je pense qu'il y a comme beaucoup d'industries au Québec que c'était des entreprises familiales ou plus des entreprises dans l'industrie manufacturière. Peut-être que qu'est-ce qui est aussi une crainte, ça peut être la dépendance envers le fournisseur cloud, parce que c'est des entreprises qui ont tout le temps été super autonomes, indépendantes. Puis là, de devoir dépendre d'un fournisseur pour l'éternité, je pense que ça peut peut-être faire peur. Justement, là, juste rebondir là-dessus, c'est que une des règles, entre guillemets, qui venait du régulateur, ça a été justement de ne pas être dépendant d'un fournisseur. Ça, c'était ce qu'ils ont appelé la réversibilité. La capacité ou de revenir en interne sur des infrastructures on-prem, ou bien de pouvoir changer de cloud. Et pour ça, encore une fois, la technologie est faite en conséquence. On va peut-être parler un peu des conteneurs Kubernetes Co, qu'on peut en fait justement bouger en fait des loads d'un cloud à l'autre. C'est une standardisation, c'est un peu comme un porte-conteneur. Tu prends un conteneur d'un porte-conteneur, tu le mets sur un autre. C'est 2 porte-conteneurs, c'est 2 clouds différents. Par contre, le conteneur ne change pas, c'est très standard. Donc il y a des technologies justement qui font que ça permet de faciliter ce genre de choses. OK. Puis c'était toi ton opinion par rapport à ça? C'est vrai que ça, il y a le côté, par exemple, la charge de travail qu'on amène qui serait justement dans un container qui roule sur Kubernetes, qui a été inventé par Google. Ouais, tout à fait. On va le dire. Donc, ça permet justement de déployer sa charge de travail un peu partout. Donc, justement, d'être pris avec un vendor. Ça ne s'applique pas pour ce genre de charge de travail-là. Mais, par exemple, si on parle d'autres éléments, certains services spécifiques que chacun des fournisseurs ont. Ils ont tous leurs petits trucs que l'autre n'a pas. Ça, c'est l'élément qu'il faut prendre en considération. Mais si je vais là, comment que je fais pour revenir en arrière? Donc ça, il faut juste le planifier. Mais par exemple, si on regarde d'autres services sur Google Cloud, c'est carrément des versions managées de services open source. Donc c'est, par exemple, je donne un exemple, je ne vais pas aller cru dans le technique, je vais pas aller dans le technique. Juste un exemple de ça, c'est il y a Apache Foundation, un truc qui s'appelle Apache Spark. Mais Apache Spark, qui est complètement open source, on a une version complètement managée avec Dataproc, par exemple, sur Google Cloud. Donc, OK, donc si je le faisais comme ça on-prem, là, je peux l'amener, mais après ça, je peux le retirer, je peux le ramener, je peux faire ce que je veux. Donc, ça fait partie de la planification de tout. Donc, ce qu'on appelle le bon vieux vendor lock-in. Ça fait partie. Il faut regarder justement le landscape, genre, c'est quoi qu'on utilise comme service. Puis est-ce qu'il y en a vraiment où est-ce que là, oui, je me verrouille et comment je fais pour que ce soit plus portable. Mais ça fait partie de la planification. Bon, parfait. Fait que je pense qu'on a démystifié pas mal de craintes, les principales, en tout cas. Mais bon, dans un monde idéal, les entreprises sont comme « OK, parfait, je suis prête à migrer sur le cloud, on le fait, sont sur le cloud. » Ensuite de ça, là, sont en mesure de déployer plein de types de projets pour utiliser leurs données. Puis, bien évidemment, les solutions d'intelligence artificielle entrent en ligne de compte à ce moment-là. Là, on sait tout le monde parle d'intelligence artificielle en ce moment, mais je pense que c'est quand même assez rare qu'on parle du chemin à parcourir pour se rendre à une situation idéale, qu'on est capable d'exploiter nos données. Puis je pense aussi qu'il y a une distinction quand même importante à faire entre le AI, l'intelligence artificielle prédictive et générative. Fait que, en tout cas, par rapport à ces deux points-là, vous pensez que c'est quoi le parcours idéal pour une entreprise pour se rendre à pouvoir utiliser des solutions d'intelligence artificielle? Ouais, tu vois, je commence. Bon. Alors, du coup, ouais, t'as raison dans le sens où souvent, on peut venir nous voir aussi, on le voit, on veut faire de l'AI, on veut faire de l'AI, on veut faire de l'AI. T'as raison, effectivement, c'est un buzzword très à la mode, mais c'est plus qu'un buzzword.
Donc, il faut vraiment le prendre au sérieux. Mais il faut faire les choses bien et il faut remonter un peu le chemin de tout ce qu'on vient de se dire là. Donc, si on reprend un peu le fil à l'envers, donc on a parlé de data, de gouvernance de données, on a parlé de transfert en fait justement dans le cloud de données pour pouvoir les utiliser correctement, donc de transformation numérique, d'info nuagique. Donc effectivement, les modèles de données aujourd'hui, il y en a énormément et Google effectivement les offre aussi. Ce qu'ils appellent ça dans leur garden, donc dans leur jardin, il y a plein de modèles de données en fait. Aujourd'hui, les modèles de données, tu peux les utiliser sur ta donnée à toi, et pour ça, il faut que tu puisses l'encadrer, l'utilisation dans ton entreprise. Parce que sinon, effectivement, tes données se retrouvent en fait un peu à ton fournisseur de AI, et donc derrière, il peut les utiliser pour les entraîner ou n'importe quoi. Donc, ce qui fait que tu peux avoir des fuites de données à ce niveau-là aussi. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir encadrer ça dans ton entreprise. Moi, j'ai entendu des chefs d'entreprise, pour avoir discuté avec eux, qui me disaient « mais je ne veux pas me donner ça à mes employés parce que si j'en commence à en donner à un, tout le monde va le vouloir ». Donc, et c'est un peu C'est pas le bon thinking. C'est compréhensible, c'est effectivement quelque chose que je peux comprendre, mais derrière, comment on fait pour l'encadrer, comment on fait pour l'expliquer. Donc là aussi, on a des choses qu'on peut aider en fait l'entreprise en question, mais le fait est que c'est un peu... J'en discutais encore hier avec des amis. C'est un peu comme si tu disais la calculatrice, tu sais, le calcul mental versus calculatrice. On avait ce débat hier soir, c'était assez rigolo. C'est « Ah ouais, tu utilises toi GenAI, tu peux en parler à l'instant, Gemini Bah oui, comme tout le monde. Elle dit « Ah bah non, moi je n'utilise pas parce que c'est cheating, j'ai l'impression de tricher, je préfère faire les trucs moi-même. » Mais c'est comme si tu parlais avec ma mère qui me dit ouais, moi le calcul mental j'ai appris ça à l'école, je connais toutes les étapes par cœur, j'arrive à faire du calcul mental, toi tu n'y arrives plus parce que vous êtes toujours sur les téléphones. Il faut vivre un peu avec son temps, j'ai envie de dire, et il faut l'utiliser comme un outil. Il faut pouvoir justement leverager sur ce genre de capacité qu'on a aujourd'hui. Et encore une fois, les nouvelles générations, elles ne se posent pas tant de questions que ça en fait. Elles grandissent comme tu disais avec ça, et ce qui fait que où on l'adapte, on l'adopte et on l'intègre dans nos entreprises et on devient plus performant. Et derrière, justement, on a des avantages compétitifs par rapport à la concurrence. Ou on passe à côté du train et derrière, il y en a d'autres qui vont l'utiliser et qui vont pouvoir être justement plus compétitifs. Donc, ce qui fait que, pour en revenir à mon point précédent sur les modèles de données qu'on a dans le cloud, il y a de plus en plus de modèles de données qu'on peut utiliser maintenant sur des laptops, qu'on peut utiliser en fait sur même un téléphone, qui sont de plus en plus performants. Mais le fait est que des entreprises avec lesquelles on travaille, il y en a beaucoup qui ont des terras, beaucoup de données, beaucoup de données. Et ce qui fait que pour pouvoir leverager ça, le cloud reste aujourd'hui encore la meilleure solution pour avoir le compute aussi, les GPU qu'il y a derrière, les TPU. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir leverager sur le cloud pour avoir quelque chose d'utilisable et des ressources qui sont partagées, parce que ça coûte énormément en termes d'impact environnemental, il ne faut pas le négliger aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de l'encadrer et l'utiliser de manière à bon escient, notamment sur les aspects ESG, sustainability. C'est un des axes sur lesquels on peut accompagner aussi sur nos clients. OK. Bon, ben justement, là, par rapport à l'encadrement, là, ça fait un lien. Là. Stacy, je pose la question à toi, là, mais Google, est-ce que, c'est sûr, on est un partenaire de Google, là, nous on fait juste Google, fait qu'on parle de Google, mais est-ce que Google ont mis un plan en place pour aider avec l'IA générative? Ben oui, puis en même temps, ça, juste pour à titre informatif, on a des GPT partout. On a GPT, puis après ça, GPT, c'est Generative Pre-trained Transformer. Le T de Transformer, c'était inventé par Google depuis des années. Donc, shameless plug en même temps. Mais pour faire le lien, oui, il y a un plan pour justement là, votre je cherche le mot en français, mais bon, votre journey vers... Votre parcours. Votre parcours, merci. Donc, votre parcours avec l'IA générative, il y a un plan qui a été fait par Google. Parce que pour bien des gens, justement, l'IA générative, c'est la porte vers l'IA. C'est pas de bâtir mes propres modèles, utiliser le modèle Garden qui a rapport avec ce qui est en mode infrastructure, qui consomme, qu'on peut bâtir nos propres modèles. Donc, ce bout-là, c'est le côté plus facile. Et donc, c'est important d'avoir un plan. Donc, il faut vraiment comme planifier ce qu'on veut faire. C'est comme
3 étapes. Là. Genre planifier ce qu'on veut faire, donc de regarder quel genre d'IA générative on veut faire. Je pense pas juste que on veut juste créer des images de chats, là, ou des trucs comme ça. Je pense que c'est pas le but. Ou de poser des questions, avoir des réponses. C'est genre, j'ai peut-être des données à l'intérieur de mon entreprise. Ce serait le fun d'avoir une conversation avec mes données. C'est ça qu'on veut. Ouais. Donc, comment je bâtis ça? Donc, de trouver les bons modèles. Quel outil, par exemple, de la plateforme de Google sur Vertex AI, qui est leur plateforme, où est-ce que je vais aller chercher? Où est-ce que je peux avoir une conversation avec une source de données qui est la mienne? Et donc, le modèle va s'entraîner avec ça. Donc, dans ma partie planification, qui est la première étape, de voir qu'est-ce que j'ai. On parlait d'éducation aussi tantôt, là, donc de former les gens à l'interne. Mm-hmm. Après ça, il y a la deuxième étape qui est, c'est le fun de le planifier. À un moment donné, il faut le bâtir. Mm-hmm. Donc là, de mettre ça en place, et ce qui va rajouter certains éléments au niveau opérationnel qu'on n'avait pas avant, là, comme du AIOps, qu'il faut planifier. On a parlé de MLOps, de DevOps, là, il y a AIOps, donc c'est de l'opération liée à l'IA. Puis après ça, le troisième place, c'est vraiment, il faut le rouler. Dans le fond, c'est le côté prod de la chose. Et là, c'est là qu'il faut prendre en considération, on revient à la gouvernance. Nos données qui sont utilisées pour entraîner le modèle et tout ça, donc ça fait partie de notre gouvernance de données, donc il faut y penser. On a de nouvelles choses qui se mettent en place. Notre modèle se met à halluciner, mais genre solide. Là. ça nous prend justement des gates pour dire « Oups, attention, il faut faire quelque chose. » Donc, ça introduit des nouveaux rôles même au cœur des entreprises. Et ce plan-là, justement, là, en 3 parties, nous permet justement de bien identifier les étapes à passer pour être sûr qu'on part de 1, 2, 3. Là, c'est le genre de crawl, walk, run. Mais pour l'IA générative, là, donc on a un beau plan qui vient de Google. Et puis, je voudrais juste rajouter un petit truc parce que ça m'a fait penser quand tu as parlé de ça sur le Rogue IT. Donc, passer dans mes Rogue AI. Ouais, exact. Donc, c'est quoi le Shadow IT, Shadow AI? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, on a pu voir par le passé, dans mes expériences, c'était les traders dans les banques qui prenaient un peu la main sur l'informatique et qui développaient leurs propres choses en fait de leur côté, qui n'étaient pas forcément maintenues par les équipes IT ou par le support IT, ce qui fait que on avait un peu des systèmes d'information un peu qui vivaient et des modèles et de la maintenance qui n'était pas forcément faite, de la sécurité qui n'était pas forcément faite sur des choses en fait qui n'étaient pas sous le contrôle de la DSI. Ça, je veux faire le lien avec l'exemple que je donnais plus tôt sur la personne justement qui me disait, l'entrepreneur, ouais mais je veux pas donner ça à mes employés parce que derrière ils vont mais le problème, si tu leur donnes pas et si tu l'encadres pas, comme vient de dire Stacy, ils vont le faire, ils vont copier la donnée, ils vont la mettre dans leur Gmail, Gemini personnel. C'est des outils qui sont disponibles publiquement, fait que ça n'empêche pas les et là, tu as des données qui se retrouvent dans la nature et c'est des données t'as tout perdu. Confidentielles. Puis, c'est ça, les résultats des ventes du deuxième trimestre qui se ramassent en ligne, là, c'est justement parce qu'on utilise un modèle qui n'est pas contrôlé. Ouais. Mais là, tu sais, je pense que les gens, leur perception de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup l'intelligence artificielle générative, mais est-ce que vous pouvez un peu développer sur pourquoi une entreprise pourrait ou devrait utiliser les solutions d'intelligence artificielle, mais autres que l'intelligence artificielle générative? Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête rapidement, et après, je te laisserai envoyer. J'ai vu un cas d'usage qui était assez intéressant sur la sécurité. C'est un chantier. Donc un manufacturier avec un chantier, avec son personnel de chantier, avec lequel il y avait beaucoup de problématiques sur la sécurité au travail. Donc, notamment le port de casque, le port de gants, le port de chaussures. Santé et sécurité. Voilà, ça c'était quelque chose sur lequel il avait vraiment beaucoup de problématiques à renforcer. Il y a des caméras sur le chantier. Pour les vols, pour les choses comme ça. Et en fait, ces caméras-là, ils les ont utilisées justement en termes de récupération d'images, de flux vidéo, avec de l'OCR dessus, avec la capacité en fait de détecter. C'est très niche, c'est très ciblé, un peu comme disait Stacy. C'est pas juste un large modèle, mais c'est le modèle qui est vraiment qu'on utilise sur un cas spécifique pour détecter les personnes qui ont des casques ou qui n'ont pas de casque. Et donc derrière, de pouvoir justement alerter le responsable de chantier en lui disant, tiens, il y a un tel qui a, je sais pas, 80% des personnes aujourd'hui qui ont des casques, mais il y a 20% qui n'en ont pas. Donc derrière, il est capable d'agir on-spot sur la sécurité de ses employés, ce qui leur permet justement de sauver des coûts, du bien-être au travail et de la sécurité. Mais tu dis que c'est un cas spécifique, mais c'est quand même un service essentiel. Là. Des chantiers de construction, il y en a partout dans le monde. Là, fait que c'est quand même un cas d'usage très, très bénéfique. Là.
Puis Stacy, toi, as d'autres exemples? Mais c'est un très bon candidat justement de l'IA prédictive versus générative. Là, où est-ce qu'on ne veut pas créer quelque chose, on a énormément d'inputs, puis en fonction de ça, il y a un modèle qui détecte en fonction de paramètres qu'on a définis, le genre de casse, et c'est ça, l'emplacement par rapport aux... même dans cette optique-là, on reste dans la détection. C'est pas la détection d'image, mais on prend par exemple, là, je sais pas moi, on a nos clients là, de facturation moins nette qui ont mentionné leur use case là, publiquement, où est-ce que justement ils utilisent un truc comme DocAI de Google, qui est un service que je suis capable de lire les documents qui ont été remplis à la main pour les prendre toutes les cases et tout ça, signature de médecin, tout ça. Bon, OK, c'est rendu de l'autre côté. Donc, on automatise des processus parce qu'on a appris au modèle c'est quoi exactement les champs qui sont remplis, ça correspond à quoi dans nos bases de données. Donc, ça accélère le processus de passer de notre manuscrit à... Après ça, on se dit, oui, mais pourquoi on ne le fait pas directement? C'est un autre débat. Mais si la source est justement physique, de dire, comment on prend ça, comment on dit au modèle, ça, c'est le champ, c'est nom, prénom, numéro d'assurance sociale, puis après tout stocker ça. Donc, ça, c'est le genre d'exemple concret d'IA, justement, prédictive. Qui sont appliqués justement là, à plusieurs cas d'usage. Sur ta question, pourquoi c'est pas toujours, pourquoi on le fait pas directement en digital, c'est aussi des fois le régulateur qui t'impose d'avoir du. Mais ça c'est notre réflexe. Ça avance. Mais je pense que ça permet d'automatiser beaucoup des tâches répétitives, mais je pense aussi il y a comme, je sais pas si vous avez des exemples qui peuvent aider pour l'expérience client, l'optimisation de processus là, on en a parlé, ça peut même détecter des fraudes, des choses comme ça. Est-ce que vous avez comme d'autres exemples par rapport à ça? On a un exemple avec un des partenaires sur lequel on travaille, sur lequel en fait ils sont capables de prendre tous les tickets en fait d'expérience client, comme tu dis, les clients, les tickets de support, de prestation à la service et de les rentrer dans leur système, et derrière en fait ils vont détecter quelles sont les routes causes qui reviennent le plus régulièrement. Et attachés aux routes causes, on a les solutions aussi les plus probables, ce qui fait qu'ils sont capables d'optimiser un chatbot derrière qu'ils ont mis en place en premier niveau, au lieu d'avoir justement une centaine de personnes qui répondent systématiquement en mode service clientèle. Là, ils vont avoir un premier filtre qui va être capable sur les routes causes les plus essentielles de répondre lui-même et de proposer des solutions lui-même. Et si ça ne passe pas le premier filtre, derrière, il y a un agent qui peut prendre la main. Et ça permet d'optimiser, ça permet justement de gagner du temps et de ne pas faire aussi des tâches rébarbatives pour les gens et de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Puis aussi retenir des learnings, mais plus facilement au lieu de devoir analyser les données manuellement puis de passer au travail toutes ces étiquettes-là, mais ça permet de rassembler tout ça. Ça permet surtout de filtrer, par exemple, genre... Si les vraies personnes qui répondent au téléphone ou qui sont en deuxième niveau, qu'est-ce que je peux mettre au premier niveau qui est complètement géré de manière automatique? Donc, ça accélère. Justement, il fallait embaucher encore 20 autres personnes pour faire du niveau 1. Non, finalement, dans le niveau 1, on a notre modèle prédictif qui nous donne un chatbot, qui nous fait un petit peu du generative AI. Donc, c'est un beau mix des deux, mais à travers un outil. Justement, avec les questions les plus fréquentes qui ont été demandées dans le passé. Puis tout exactement, ce qui fait que tu es capable d'avoir tes réponses là, directement sans être obligé à parler à quelqu'un. Bon, je pense qu'on pourrait conclure, mais je ne sais pas, Stacy, si tu veux nous faire comme un petit wrap-up de tout ce qu'on a abordé, les points principaux, puis... c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de tout. Là, on est allé dans on a parlé de cloud, on a parlé de data, on a parlé d'IA, mais tout ça ensemble, je pense que ça paint a picture, comme on dit en français. Donc, d'un chemin à amener, que ce soit de l'IA, que le chemin soit allé vers l'IA ou carrément juste de migrer vers le cloud. On sait qu'il faut, déjà, il faut s'y mettre. Il n'y a pas de médaille au premier qui est arrivé, là, il n'y en a pas. Là. C'est ou bien vous étiez précurseur et là, vous allez peut-être justement rencontrer certaines barrières, soit au niveau légal et tout le reste. Donc là, au fur et à mesure, les lois se mettent en place et tout ça. Donc là, c'est bénéfique pour ceux qui ont commencé un peu plus tard. Mais ceux qui n'ont pas encore commencé, il n'y a rien, vous avez rien perdu. Là, c'est que vous voyez de plus en plus ce qui s'en vient, ce qui est utilisé, les cas d'usage de grandes entreprises. Genre, pourquoi pas nous? Donc, faisons le premier pas. Je disais, le crawl, walk, run, on y va tranquillement, là, puis on se fait aider par un partenaire. Et puis, comme ça, on peut avancer. Mais c'est toujours dans planification. Il faut bien planifier. C'est pas les outils avant.
C'est les outils à la fin, c'est people, process and tooling. Donc, y aller à son rythme, mais justement, il faut y aller. Mais il n'est jamais trop tard. Je pense que cette expression-là, elle se porte vraiment bien dans ce contexte. Exactement. Il n'est jamais trop tard là, pour se lancer dans une transformation numérique. Là. C'est pour ça qu'on est là aussi pour aider. Bon. Je pense que Damien peut... Oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, complètement. Ça, je ne veux pas dire le contraire, forcément. Mais... non, et l'important, c'est effectivement de s'entourer des bonnes personnes. Moi, je pense qu'une transformation numérique réussie, je reviens à mon point que je disais tantôt, c'est les humains, first. Donc, en premier, c'est les humains. C'est aussi la force un peu de SE Cloud Expert, c'est qu'on chérit ça, en fait, la capacité d'être proche de nos clients, la capacité d'avoir des gens impliqués, up-to-date, certifiés, bilingues. Au Québec, c'est encore plus important. Justement, le francophone, pour nous, c'est clé et c'est important. La proximité, la capacité, justement, de pouvoir... s'appuyer sur depuis 2010 quand même SE Cloud en tant que partenaire Google à Montréal, donc c'est important de pouvoir s'appuyer sur cette relation aussi qu'on a nous avec Google qui est notre partenaire depuis le début, avant même que Google soit à Montréal, on était déjà là, mais le fait est que c'est très important pour nous de pouvoir accélérer la transformation numérique du Québec. Et c'est notre mission, on l'a écrit partout sur notre site web, sur notre nouveau site web entre autres, mais il est tatoué en fait quelque part sur le bras de Stacy. On va bientôt l'écrire dans notre studio. Mais voilà, c'est quelque chose qui vraiment nous tient à cœur et aujourd'hui on est là effectivement pour pouvoir accélérer ça. Bon, ben, super. Je pense que c'est ce qui conclut notre deuxième épisode. Merci Amir, merci Stacy pour votre présence aujourd'hui. Puis on vous dit à la prochaine tout le monde. Merci beaucoup.